Bienvenue in Albanie. Salut la planète francophone, regardez autour de moi, ce lac, ces montagnes, bienvenue dans le joyau des Balkans, bienvenue en Albanie, avec ses plages turquoises, ses montagnes grandioses et sa fréquentation touristique qui a doublé en moins de 5 ans pour atteindre plus de 10 millions de visiteurs. Ce pays de 2 millions d'habitants est devenu la destination incontournable en Europe. L'Albanie, ce n'est pas seulement le soleil et la mer, c'est aussi une terre de francophilie. La langue française a ici marqué l'histoire et elle est encore bien vivante grâce aux Albanaises et aux Albanais qui continuent de la parler et de la transmettre. Pour vous le prouver, je vous propose de faire ensemble un tour de ce pays. Et nous allons commencer ce voyage au centre de l'Albanie, dans la ville de Korça, qui par son histoire est considérée comme la capitale francophone de ce pays. Et pour me faire découvrir celle qu'on surnomme aussi le Petit Paris, j'ai rendez-vous avec Fabiola Cadi, c'est la directrice de l'Alliance française de Korça. Alors, vous êtes prêts? C'est parti pour un voyage en francophonie en Albanie. Bienvenue in Albanie. Alors, bonjour les enfants et bienvenue pour cette année. Nous sommes très contents de vous accueillir à l'Alliance française. À Korça, Fabiola a consacré sa vie à la langue française. Professeure, traductrice, directrice de l'Alliance française créée il y a 50 ans dans sa ville natale, elle ne cesse de faire découvrir le français aux jeunes générations, mais aussi de transmettre le patrimoine francophone exceptionnel de sa ville à ceux qui la visitent. Salut Yvan! Salut Fabiola! Bienvenue à Korça! Merci. Salut Fabiola. Salut! Très heureux de te rencontrer. Très ravie de te voir ici. Alors, se rencontrer pour la première fois dans un cimetière, ce n'est pas vraiment très commun, mais ce n'est pas n'importe quel cimetière ici. C'est le cimetière français de Korça. Ça date depuis la Première Guerre mondiale, puisque la ville de Korça et la région étaient très importantes, un centre très important en fait pour l'armée d'Orient. Et il y a eu 640 soldats français qui ont été inhumés ici. Alors quand je regarde autour de moi, je vois bien sûr des noms à consonance française, mais je vois aussi beaucoup de noms étrangers qui viennent d'Afrique du Nord, d'Indochine, parce qu'il y a toutes les ex-colonies sont représentées ici. Et oui, on peut voir en fait des jeunes qui ont donné leur vie pour la liberté. La présence française ici à Korça commence au moment de la Première Guerre mondiale. Oui, en fait, c'est très intéressant de voir l'histoire parce que les autres pays, la Grèce, l'Italie, avaient des intentions, des prétentions en fait pour les terres albanaises. La France est venue autrement ici. Ils ont protégé en fait la ville de Korça et ils ont aidé les citoyens de Korça à, se maintenir après des années de difficultés et de guerre. Donc c'était la Première République, c'est ça en fait? Oui, ici c'est la proclamation de la Première République albanaise, c'est la République autonome de Korça et c'est grâce à l'armée française de l'Orient qu'on est arrivé jusque-là. Et je vais te montrer d'autres institutions, d'autres bâtiments qui sont très importants, qui montrent la présence française à Korça. Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ce lieu que je trouve très émouvant pour moi. Merci à toi. Ici, c'est la maison du drapeau. C'est un bâtiment très intéressant et très important pour notre ville. Ce n'est pas en vain que ce bâtiment se trouve au milieu de la ville, dans le centre. C'est quoi la maison du drapeau? Alors, le 10 novembre 1916, ici, on a proclamé la République autonome de Korça, avec l'aide des Français, de l'armée française de l'Orient à l'époque. Il y avait
la proclamation de la République avec les deux drapeaux en fait, de ce balcon-là. On a hissé deux drapeaux, le drapeau albanais et le drapeau français, pour montrer l'amitié et l'aide et le protectorat, comment dire, de la part des Français. Ah oui, donc c'est vraiment ici que s'est fondée l'amitié franco-albanaise. Hein. Et oui, et c'est vraiment très intéressant de voir ça parce qu'à partir de là, on n'a jamais, comment dire, quitté cet attachement qui existe pour la France. Surtout pour les citoyens de Korça, ils ont un attachement pour la France et pour la francophonie. Moi, tu sais, j'adore votre drapeau avec ces deux aigles. Vous êtes le pays des aigles, c'est ça? Et oui, et on est fiers de ça. Alors là, il y a les petites ruelles de Korça, pavées toujours. Ah, moi, je trouve ça très mignon. Puis alors, depuis qu'on se promène dans la ville, je vois des petites maisons très belles, très élégantes. C'est vrai, c'est vrai. Et tu sais, nous avons un quartier qu'on appelle le quartier des Français. Quartier des Français. Et voilà, on garde la présence française partout, nous. Et on a aussi un restaurant français, le seul restaurant français en Albanie, qui s'appelle Le Paris. Et on mange de la cuisine française. Ah oui, Génial. oui, bien sûr. Oui. Et tu sais encore, nous gardons des mots en français, surtout dans la région de Korça. Ah oui? Par exemple, il y a quoi? Dans toute l'Albanie, on dit piroun pour fourchette, Ouais. et à Korça, on dit furkulic. Furkulic. Ah, c'est joli, Furkulic. Et puis, on utilise aussi porte-manteau, robe de chambre. Alors à Korça, on me comprend si je dis que je mets ma robe de chambre sur le porte-manteau. Eh oui, et c'est seulement à Korça, ça. Tu m'emmènes où? Ah, je t'amène. C'est un endroit très, très spécial. Tu vas voir, c'est très important. C'est un des endroits plus importants pour la francophonie. Ah, Tu vas t'es voir. bien mystérieuse. Alors, là, je vais te montrer le lieu très important dont je t'ai parlé. C'est quoi ce bâtiment? Alors, ce bâtiment-là, c'est l'ancien lycée français de Korça. Donc il y avait un lycée français à Korça. Et oui, une année après la proclamation de la République autonome de Korça, en 1917, il y a eu l'ouverture du lycée français de Korça. Et l'élite albanaise a été formée dans ce lycée-là. Les matières, les disciplines, la plupart des disciplines étaient enseignées en français. Donc on parlait français à Korça. On parlait français à Korça. Les anciens lycéens, ils ont eu la chance d'avoir des profs français, des francophones natifs qui leur enseignaient la langue française, la littérature française, mais toutes les autres disciplines en français. Combien de temps a fonctionné ce lycée? De 1917 jusqu'en 1939. Mais je vais te donner un scoop. Ce lycée va revivre prochainement. En effet, l'histoire du lycée français de Korça continue. À l'occasion de la visite du président Emmanuel Macron en Albanie en 2023, le Premier ministre albanais, Edi Rama, et un collectif d'habitants de la ville lui proposent de redonner vie à cet établissement emblématique. Pour concrétiser ce projet, un expert français, Jérôme Lebar, est nommé pour travailler sur le projet en étroite collaboration avec le ministère albanais de l'Éducation et l'ambassade de France. Installé au sein même de la préfecture de Korça, son objectif est simple. Préparer la renaissance du lycée français, pensé comme un établissement pleinement ancré dans le XXIe siècle. L'idée franco-albanaise, c'est de réouvrir un lycée public. Et ça, c'est une grande originalité, c'est-à-dire qu'on va vraiment toucher les élèves albanais des écoles publiques et d'en faire une école d'élite pour les sciences et l'innovation. Donc on va retrouver de la robotique, de l'IA, des maths appliquées autour du plurilinguisme franco-albanais. L'Albanie souhaite que cet établissement ait une dimension régionale, c'est-à-dire qu'on puisse recruter du nord de la Grèce, en Macédoine, au Kosovo, et qu'on fasse vraiment un lycée d'excellence. Et le projet, il est vraiment au cœur du renforcement de l'amitié franco-albanaise. On sent vraiment un rapprochement très fort entre l'Albanie et la France. La réouverture prochaine du lycée français de Korça est rendue possible par une réalité forte. Depuis un siècle, la francophonie n'a jamais quitté la ville. Bien au contraire, le prestigieux lycée Raki Kirinci
a poursuivi cet héritage en offrant à ses élèves un enseignement bilingue où le français est appris avec les mathématiques, la physique, l'histoire, la géographie ou encore l'histoire de l'art. En 2018, cette excellence a été reconnue par les autorités françaises qui ont attribué au lycée le label France Éducation, une distinction réservée aux meilleurs établissements bilingues du monde. Bienvenue à Korça, en Albanie. La motivation des élèves y est palpable. Ivana, élève de 11e classe, en témoigne avec enthousiasme, preuve que l'esprit francophone demeure bien vivant à Korça. J'ai toujours voulu apprendre la langue française et c'est ça pourquoi j'ai choisi le lycée, donc la section bilingue. Je pense que le lycée offre beaucoup d'opportunités pour améliorer mon niveau en français, aussi ma capacité d'écoute, d'oral, de communiquer avec les autres élèves en français. Mais aussi le lycée offre beaucoup d'opportunités d'activités en français et c'est très important pour moi et pour apprendre une nouvelle langue comme le français. Ah, je la trouve très jolie cette maison. Et oui, on l'appelle ça la maison roumaine. C'est vraiment très joli et pour beaucoup de monde, c'est un lieu de rencontre, tu vois. Donc si on veut se retrouver à Korça, c'est devant la maison roumaine. Oui, oui. D'accord. Merci Fabiola pour cette découverte de la présence française et francophone avec toi ici. Et ce qui est génial, c'est que ça continue. Et oui, et on est fiers de ça. Surtout moi, en tant que francophone, comme j'ai dédié ma vie à tout ce qui est la langue française, la culture française, je suis vraiment très contente que voilà, Korça est appelé le berceau de la francophonie. Pourquoi tu as décidé de dédier ta vie à la promotion de la langue française, de la francophonie dans ta ville de Korça? Alors, je peux te dire que j'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 10 ans et à partir de là, je n'ai plus arrêté à, cet attachement avec la langue française. Pour moi, le français, ce n'est pas la langue, mais c'est tout ce qu'il y a derrière ça. Et en fait, je veux que mes étudiants connaissent les valeurs de cette culture, qu'ils apprennent cette langue qui est un enrichissement pour leur vie, en fait. Donc en fait, c'est plutôt bien de parler français en Albanie et à Korça. En Albanie et surtout à Korça. Je vais te montrer un secret. En fait, ce n'est pas un secret, mais si tu rencontres des Albanais, si tu vois des Albanais, s'ils voient quelque chose, un objet qui est bien fait, tu sais comment on dit en albanais? Non. On dit à la franga, mais c'est à la française. Ah, génial. Et si tu avais un mot pour définir ta ville de Korça, ce serait lequel? Alors, un mot, c'est difficile, mais je vais essayer de trouver un mot, peut-être culture, puisqu'on est connu pour la culture, en fait. En Albanie, c'est la ville de la culture, on dit. Et un mot pour ton pays, l'Albanie? Tradition. Tradition francophone et toujours bien présente à Korça. On l'espère, c'est ce qu'on veut. Bon, merci à toi de m'avoir fait Merci découvrir à toi. ta ville de Korça. Merci à toi, Ivan. Merci. Voilà, je vais quitter à regret les petites ruelles de Korça où bruise toujours la langue française. Direction le sud, à Gjirokastër, que l'on surnomme la ville de pierre. Vous allez comprendre pourquoi. C'est aussi la ville natale de celui qui est considéré comme le plus grand écrivain albanais, Ismail Kadare. Je poursuis mon voyage dans le sud du pays, à Gjirokastër, surnommée la ville de pierre en raison de ses toits en ardoise uniques en Albanie et de ses ruelles pavées. En montant ces rues presque à la verticale, j'arrive au bazar du XVIIe siècle qui fait de la ville un véritable joyau du patrimoine ottoman. Tout en haut se dresse la citadelle, l'un des plus grands châteaux médiévaux des Balkans, offrant une vue spectaculaire sur la vallée du Drino. En me promenant dans la ville, j'ai l'impression de faire un voyage dans le temps. Ici, chaque pierre raconte une histoire. Mais je suis venu à Gjirokastër avec un objectif précis. Visiter la maison du grand écrivain albanais Ismail Kadare, francophone et natif de la ville. Ironie de l'histoire, sa maison se situe dans la même rue que la maison natale du dictateur Enver Hoxha qu'il n'a cessé de dénoncer. Cette vaste demeure a été transformée depuis en musée ethnographique, un lieu incontournable pour découvrir la richesse de la culture albanaise traditionnelle. Pour me guider dans la visite de la maison d'Ismail Kadare, j'ai rendez-vous avec Boyar, un professeur de français de Gjirokastër, passionné de son œuvre.
Bonjour Boyard. Bonjour, soyez la bienvenue dans la maison, à la maison d'Ismaël Kadare, le plus grand écrivain albanais de tous les temps, jusqu'à maintenant. Là, on est dans sa maison natale. Oui, oui, il est né ici, dans cette maison, en plein centre historique de la ville. Et juste après avoir terminé son lycée, il est allé à Tirana, à l'université, pour des lettres. Donc, une fois fini, il est allé à Moscou pour continuer pour 2 ans, pour faire ses études supérieures. De retour, il a travaillé premièrement comme reporter, comme journaliste reporter pendant la guerre de Vietnam. Ismaël Kadare, il a toujours été attaché à Gjirokastër. Il a même écrit un livre sur sa ville. Oui, un roman, Chronique de la ville en pierre, qu'il consacre totalement à la ville de Gjirokastër et la description de son enfance. Et dans son livre, il décrit parfaitement sa ville de Gjirokastër. Oui, tout est en pierre ici. Tout, vous constatez, à partir des murs, le toit en lauze, les pavés en pierre. Donc, ce n'est pas par hasard qu'il l'appelle Chronique de la ville en pierre. Alors Boyard, quand on regarde ces photos sur les murs, on voit qu'il y a beaucoup de photos d'Ismaël Kadare à Paris. Il y a un lien très fort de l'écrivain avec la France. Oui, tout à fait. Il a un lien très, très fort. Pourquoi? Parce que son œuvre, pour la première fois à l'étranger, s'est traduit et publié par une maison d'édition française qui est la maison Fayard. On le voit sur les photos. Il est à l'Institut de France, il reçoit la Légion d'honneur aussi. Juste à la veille de la chute de la dictature en Albanie, il s'est exilé en France et il a gagné même l'asile politique en France. Il est même naturalisé là, donc il est devenu de nationalité française. Et après, il a partagé la vie entre Tirana et Paris. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui, Ismaël Kadare, pour les citoyens albanais? Même aujourd'hui, il est bien lu par les jeunes d'aujourd'hui. Donc, pour le peuple albanais, c'est le plus grand écrivain albanais de tous les temps. Je remonte vers le nord avec une impatience certaine pour visiter Berat, dont le surnom résonne dans toute l'Albanie, celui de la ville aux 1000 fenêtres. Et en levant les yeux, on comprend vite pourquoi. Les façades blanches des maisons traditionnelles s'alignent en pente douce sur la colline, comme si elles se confiaient les unes aux autres. Pour découvrir Berat, j'ai rendez-vous sur le pont avec Lefteri, une véritable passionnée de sa ville qu'elle fait découvrir aux touristes francophones. Mais elle est surtout animée par l'amour du français qu'elle fait rayonner à travers l'antenne de l'Alliance française. Là, les habitants viennent se plonger dans la langue et la culture française, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, 100% familiale. Bonjour Lefteri. Bonjour, ça va bien? Bienvenue à Berat. Ah, ça me fait très plaisir de te rencontrer. Moi aussi. Et tu m'accueilles devant ta ville aux 1000 fenêtres. Oui, c'est la ville aux 1000 fenêtres, mais c'est une erreur. Parce qu'il y en a 997, c'est ça? Je suis sûre que tu as bien compté. Cette ville, c'est peut-être un exemple typique de la ville ottomane ici en Albanie. Oui, c'est qu'en réalité, la première ouverture commence vers le XIIIe siècle, mais avec l'occupation ottomane, ça devient plus complète. Et tout ce quartier donne, bien sûr, l'idée de cette architecture ottomane. Donc, on dit que de ce côté, c'était les petits commerçants et les artisans de la ville, tandis que de l'autre côté, c'était les grands commerçants. Ils faisaient la liaison, donc le commerce avec l'Italie, avec la Turquie, même avec l'Autriche ou avec la Grèce. Donc, c'était comme ça. Mais tout de même, les relations entre les deux, c'était le pont qui liait. Donc, c'était le point stratégique de la ville. Pour Lefteri, tu fais découvrir ta ville de Berat? Oui, avec plaisir. Et on va commencer à découvrir le quartier de Mangalem. Eh bien, on y va. On traverse le pont. On y va, on traverse le pont et on se dirige vers le centre. Alors, quand on marche dans les rues, Lefteri, c'est très étroit et comme tu le disais tout à l'heure, l'impression que tout est superposé. Regarde un peu. Les maisons sont construites sur des nivels. Le premier étage, c'est toujours sur des pierres, sur les mêmes fondations. Et pour avoir un peu de chemin, regarde, le deuxième étage, c'est avec une partie avancée. D'accord. Cette partie avancée permet d'avoir plus de surface dans la maison, mais en plus de soleil. Donc c'est pour cette raison que quand on est sur le pont, tu as compté toutes les fenêtres, mais tu as vu que ça semble comme une seule maison. Ivan, je t'amène dans mon paradis. C'est le Teke de Helvétie. Ton paradis. Oui. Ivan, c'est le Teke de Helvétie. C'est quoi le Teke Lefteri? Alors, le Teke ici, c'est plutôt un endroit qui appartenait à l'ordre des soufis. Ça a servi comme une salle de prière pour les musulmans.
puisque comme dans les mosquées, vous avez en face le mihrab, mais puisque toute cette construction est financée par Kurt Pacha, il a voulu construire vraiment un endroit magnifique. Mais ce qui est vraiment le bijou, c'est le plafond. Vous avez une frise qui représente tous les fruits qui sont cultivés à Berat, des coings, des pêches, des pommes. Puis vous avez une frise avec les fleurs comme les œillets, les lys, les rosiers. Donc c'est vraiment le bijou de Berat. Le bijou de Berat, c'est incontournable. Maintenant, on va passer cette route, c'est la route la plus étroite à Berat, dans le quartier de Mangalep. On ne peut pas passer à deux ici. Ah, pas du tout. Mais là où je t'emmène, fais attention. Tu vas grossir et tu vas devenir obèse et après, impossible de retourner de ce côté-là. Oh. Alors ça, c'est la ruelle qui va d'un côté à l'autre. Et si on continue, on tombe sur le vieux pont de Gorica. Ah, c'est la même Tu peux rue. voir, c'est la même rue, la roche sur laquelle on a construit. C'est du solide. Et pour passer dans la petite ruelle de Mangalep, je t'ai dit, il ne faut pas être obèse. Oui, c'est vrai. Mais tout de même, après, on va grimper un peu, on va monter au château. Tout là-haut. Voilà, tout là-haut, dans le château, c'est un peu haut et un peu loin. C'est pour ça qu'on a besoin de force, d'énergie. Et on va dans un petit restaurant, mais qui est vraiment délicieux. C'est le restaurant Amalia. Mais en plus, on va rencontrer Julien et son père Petrac, qui sont des francophones. En plus, ils sont francophones. Voilà, ils sont C'est là, des génial. francophones. On s'arrête maintenant ici. Oui, parce que je dois te dire, Nefteri, que cette petite balade m'a bien ouvert l'appétit et j'ai hâte de découvrir la cuisine C'est bien, albanaise. c'est sûr. Maintenant, on va goûter tout ça. Sûr. C'est sûr. Bonjour et bon Bonjour. appétit et bienvenue à Merci. Amalia Homemade Food Restaurant. Ah, ça a l'air magnifique. Qu'est-ce qu'on mange? C'était poivron, frites avec riz et quelques verdures. Et ça? Cette chose, c'était aubergine avec ricotta au fromage blanc en français, huile d'olive, tomates et quelques autres ingrédients. Choum faraminderit, j'ai bien dit? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voulez-vous un peu de raki maintenant? Allez, oui. Bon, allez, on attaque en attendant. Allez. Bon appétit, Nefteri. Merci. On va prendre des forces. Parce qu'on a le château à monter. Hein. Oui, à grimper. À grimper. Allez, on prend des forces. Ah, la fameuse raki. rakia de Petrac. Michesin franco-albanaise. Albanaise. Gzouar. Gzouar. À votre salut. Merci, Petrac. Hé, Nefteri, ça grimpe, hein? Ah, ça grimpe, mais à Berat, il faut avoir le gène de l'alpinisme. Oh, c'est clair. Premier de cordée. Monter, descendre, Monter. on étouffe un peu, on souffle, mais On voilà, souffle. on s'arrête un peu, voilà. Et puis on admire la vue. Costume. Dans la citadelle, le musée iconographique de Berat est un véritable joyau niché dans l'enceinte d'une église byzantine. Près d'une centaine d'icônes, certaines datant du Moyen-Âge, y sont exposées, baignées par la lumière douce qui traverse les fenêtres. Chaque visage peint, chaque dorure, chaque détail des vêtements raconte une histoire au cœur de l'art byzantin. Nefteri m'emmène ensuite tout en haut de la citadelle pour admirer le point de vue qui surplombe Berat et ses toits serrés les uns contre les autres. Nous redescendons ensuite pour profiter une dernière fois de la vue sur la ville aux 1000 fenêtres. Ah, quelle vue sur ta ville Oui, de c'est Berat. magnifique, c'est magnifique. Je dois te faire un aveu, j'aime beaucoup, beaucoup ta ville. Merci. Pourquoi tu aimes tant faire découvrir ta ville en français à tous ces touristes francophones qui viennent ici? Alors, c'est un plaisir de faire découvrir mon héritage historique, l'héritage historique de la ville. Et ça me fait plaisir. En plus, quand ils partent et ils me disent que c'était une belle découverte, que Berat, ça reste dans notre mémoire, et on va recommander à visiter Berat à nos amis, ça me fait vraiment heureuse. C'est pour ça. Et puis tu ne fais pas que découvrir la ville en français, tu œuvres aussi pour la francophonie dans ta ville de Berat. Oui, c'est vrai, ça fait partie de ma profession. Je suis enseignante de français et j'ai toujours ce grand désir de faire motiver les jeunes à apprendre le français. Avec la présence de l'anglais partout, le français c'est devenu une deuxième langue en Albanie. Le tourisme ici, avec tous ces touristes francophones, finalement c'est l'avenir de la francophonie à Berat. Pour Berat, le tourisme c'est un secteur vraiment qui va donner la vie. Alors Nefteri, si tu avais un mot pour définir ta ville de Berat, ce serait lequel? Pour moi, c'est une ville magique. Ça va bien, une ville magique.
Et si tu avais un mot pour définir ton pays, l'Albanie? Une nouvelle découverte pour l'Europe, pour tout le monde. Merci beaucoup, Lefteri, pour cette nouvelle découverte de ta ville aux 1000 fenêtres qui nous regardent. Merci à toi. Merci à toi aussi. Et à la À une prochaine fois. T'es Et c'est sûr? promis. C'est Yvan. promis. Je poursuis ma traversée de ce pays en plein renouveau au cœur des Balkans. Preuve de cette expansion, sa capitale, Tirana. Et pour me faire découvrir cette ville européenne à la fois vibrante et audacieuse, j'ai rendez-vous avec Thomas Frasheri. C'est une personnalité albanaise francophone, vous allez le voir, exceptionnelle. Alors vous êtes prêts? Notre voyage en francophonie à travers l'Albanie continue. Thomas Frasheri découvre la francophonie à l'âge de 15 ans lorsqu'un concours le mène pour la première fois en France. Cette expérience marque un tournant. Il choisit alors de faire du français non seulement un vecteur de sa formation intellectuelle, mais aussi une véritable langue de cœur. Étudiant brillant, il devient major de son master en droit public à l'Université Paris II et se consacre aussi à l'écriture, publiant ainsi de nombreux articles et ouvrages sur l'histoire de son pays, aussi bien en albanais qu'en français. De retour en Albanie, il occupe des fonctions de tout premier plan. Chef du protocole auprès du Premier ministre, chancelier des ordres et des médailles de la République albanaise et président du groupe de travail chargé de l'organisation des récents sommets de la Communauté européenne et de l'OTAN à Tirana. C'est cette personnalité inspirante que je m'apprête à rencontrer pour découvrir Tirana autrement à travers son regard et son attachement à la langue française. Bonjour Thomas. Bonjour Yvan, bienvenue à Tirana. Merci. Sur cette place emblématique de la ville, la place Skanderbeg. Parce que celui qui nous accueille là, sur son cheval, c'est Skanderbeg, le héros national albanais. Exactement, c'est le héros national des Albanais qui a vécu, combattu, guerroyé au XVe siècle et qui a donné son identité aux Albanais partout dans le monde. Alors, il faut que je t'avoue quelque chose, Thomas. Je suis venu ici à 10 ans sur cette place. Franchement, quand je suis arrivé sur la place, je me suis dit, mais je suis ailleurs, j'ai pas du tout reconnu la place Skanderbeg. En tout cas, je trouve ça très beau. Une tour avec des visages, tour avec la carte de l'Albanie en façade. Voilà, moi je trouve ça assez audacieux. C'est très audacieux, effectivement. Parfois, ça peut sembler aussi à contre-courant, parce que c'est une célébration toujours de l'identité nationale. Ça, on y tient en Albanie. Là, on entend les cloches. Et on entend les cloches, et parce que c'est juste derrière moi, c'est la cathédrale orthodoxe qui sonne. C'est une particularité albanaise d'avoir les lieux de culte côte à côte. Oui, la mosquée, l'église orthodoxe. La cathédrale orthodoxe, la cathédrale catholique qui est un petit peu plus loin. Là, on vient d'entendre la cloche de l'église orthodoxe. Mais est-ce que tu serais d'accord pour me montrer la très belle mosquée qui est derrière nous? On y va. On y va? Alors là, Thomas, on s'est déchaussé évidemment. Oui, il le faut, parce qu'on est dans un lieu de culte musulman, l'un des plus importants de cette ville, qui date de la fin du XVIIIe siècle, qui a été commandité par l'un des notables de la ville de Tirana, Ethem Bey. C'est une petite mosquée, mais qui a tout de même un côté grandiose. Et ce côté grandiose lui vient pas simplement par l'élégance de son style extérieur, mais aussi par ses fresques. Alors Ethem Bey voulait absolument avoir dans sa mosquée des images d'Istanbul, de la capitale de l'Empire. Et à ce moment-là, en Albanie, il n'y avait pas vraiment de peintres. Il a fait venir donc des peintres de Venise pour représenter Istanbul, Constantinople, les Vénitiens connaissant très bien cet espace géographique et politique. En arpentant les rues de Tirana, Thomas me confie combien l'intégration de l'Albanie à l'Union européenne est essentielle pour son pays, mais aussi pour lui, qui a récemment contribué à l'organisation d'un sommet européen dans la capitale. Il me parle aussi d'une institution prestigieuse qui vient tout juste d'ouvrir ses portes à Tirana,
le Collège d'Europe. L'ouverture du campus dans la capitale marque une étape forte, celle de l'engagement de l'Union européenne à accompagner et à accélérer la politique d'élargissement de toute la région des Balkans en formant une nouvelle génération de professionnels, diplomates et fonctionnaires capables de travailler au cœur des institutions européennes. Une quarantaine d'étudiants venus de plus de 20 pays y suivent un programme intensif en anglais et en français, les langues de travail de l'Union. Il y a plusieurs axes sur lesquels l'Union européenne essaye de se séparer. Parmi eux, plusieurs Français, dont Louis, enthousiaste à l'idée de vivre cette formation unique d'une année en Albanie. C'est hyper intéressant de pouvoir étudier ici, parce que c'est un pays européen, parce que c'est un pays en voie d'entrée dans l'Union européenne, et on le sent vraiment. Il y a un vrai engouement et il y a une vraie transformation en marche. Incroyable ce lieu. Oui, c'est la fameuse pyramide. Autrefois, mausolée et musée dédié au dictateur albanais Enver Hoxha, qui avait étudié en France et qui avait été prof de français à Korça, et maintenant le plus grand centre d'innovation de Tirana. La pyramide de Tirana est l'un des monuments les plus emblématiques et les plus étonnants de la capitale albanaise. Inaugurée en 1988 comme musée à la gloire du dictateur Enver Hoxha, elle est restée à l'abandon pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, le bâtiment a été entièrement transformé par la mairie pour devenir un centre d'éducation et d'innovation ouvert, vivant et coloré. Pour Daniela, la directrice de la pyramide, ce lieu situé au cœur de la capitale représente le nouveau visage de l'Albanie. Pour l'Albanie et pour la ville de Tirana, la pyramide représente le futur pour des générations qui vont venir et qui vont sortir sur le marché de l'Albanie qui est en développement. Donc ici, on a l'art, la culture, la technologie qui s'émergent à l'extérieur et à l'intérieur de la pyramide. Perché au sommet de la pyramide, le Cube France Tirana est considéré comme le plus petit institut français du monde. Il sert de plateforme pour des projets collaboratifs entre la France et l'Albanie dans les domaines des nouvelles technologies, de la recherche et de l'entrepreneuriat. Il accueille également le bureau Campus France, destiné aux étudiants albanais souhaitant effectuer un séjour d'études en France. À quelques centaines de mètres de la pyramide, un autre acteur majeur promeut la langue et la culture française en Albanie depuis 35 ans. C'est l'Alliance française. Comme les 4 autres alliances dans le pays, elle propose des cours de français aux jeunes et aux professionnels albanais. Elle joue donc un rôle clé pour le développement de la francophonie dans le pays, comme le souligne Dritan, son directeur. Le public de l'Alliance, normalement, ils viennent pour connaître une langue. Et souvent, le français vient en seconde place directement après l'anglais, comme une langue qui est une langue d'intégration européenne, une langue aussi d'études, parce que avec du français, on peut faire des études en France, en Belgique, dans d'autres pays francophones. Mais aussi, c'est quelque chose qui les attire pour leur parcours professionnel ou souvent c'est pour leur CV. Alors ça va les coups de monter Thomas parce que là on a une vue exceptionnelle à 360 degrés de ta ville. On est au sommet de la pyramide, effectivement. On voit Tirana dans toute sa splendeur en quelque sorte. Donc maintenant, je t'emmène dans un endroit tout à fait unique à Tirana. C'est le palais royal ou le palais des brigades. Allez, on y va. On y va. C'est le fameux palais des brigades dans un très beau parc. Voilà, exactement. C'est l'ancien palais royal de Tirana qui a été construit à la fin des années 30, donc avant que la famille royale ne s'exile à l'étranger au moment de l'invasion italienne. Voilà, c'est un palais qui a un style architectural assez unique. Alors, voilà, on entre dans le palais directement. Donc là, c'est la salle des pas perdus avant d'accéder à la salle du trône. Qui est la salle majeure. C'est une salle qui a servi aux grandes réceptions. C'est là où ont lieu toutes les grandes cérémonies publiques, les visites officielles, les visites d'État, les grands sommets, les forums internationaux. Donc ce palais, c'est un lieu d'histoire important pour l'Albanie, ton pays. C'est un lieu d'histoire très important. C'est un endroit où politique, affaires, histoire, culture, art se rejoignent. Et du coup, c'est un endroit qui tient une place à part dans le cœur, dans la mémoire collective des Albanais. Et puis il y a ce parc magnifique
Sublime. Ouais, sublime. Oui. Thomas, la langue française t'a beaucoup apporté finalement dans ta vie personnelle et professionnelle. La langue française m'a tout apporté. Donc du coup, moi, la plupart du temps, je pense en français et c'est un atout. Enfin, je sens que c'est un atout pour ceux qui possèdent en fait la langue française comme outil de communication, comme outil de réflexion. C'est quelque chose qui permet de faire la différence, pas pour se différencier, mais pour apporter quelque chose de plus. Alors si tu avais un mot, Thomas, pour définir ta ville de Tirana, ce serait lequel ? Extravagance. Ah, c'est très joli. Et un mot pour définir ton pays, l'Albanie ? Éclectisme. Éclectisme. Extravagance, éclectique. Voilà. Ok. Écoute, merci Thomas de m'avoir fait découvrir ta ville natale de Tirana. Je vais partir pour la dernière étape de mon voyage à Shkodër, dans le nord du pays. Merci. Merci, Placito. Avant que la nuit tombe sur Tirana, je vais rencontrer le francophone le plus célèbre d'Albanie. Il s'appelle Edi Rama, c'est le Premier ministre. Il m'attend dans le jardin, au cœur de ses bureaux. Edi Rama n'est pas un dirigeant comme les autres. Lorsque l'on pousse la porte de son bureau, on comprend tout de suite qu'on n'entre pas dans l'univers d'un homme politique ordinaire. Un panier de basket accroché au mur rappelle son passé de sportif de haut niveau. Tout autour, des dessins colorés, ses propres œuvres témoignent d'une passion qu'il n'a jamais cessé de cultiver, la peinture. Celui qui dirige l'Albanie depuis 2013 a appris le français dans sa jeunesse lors d'un séjour à la Cité internationale des arts à Paris. Depuis, cette langue ne l'a jamais quitté. C'est donc un francophone hors du commun que je m'apprête à rencontrer. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je vais vous faire une confidence. Avant de venir vous voir, je me suis demandé, est-ce qu'il faut que je change mes baskets ? Mais en vrai, quand je vous ai vu accueillir au sommet européen de Tirana les chefs d'État en basket, je me suis dit que vous n'en tiendrez pas rigueur. Mais justement, est-ce que ce code vestimentaire qui est un peu singulier, est-ce que c'est pour vous un moyen de montrer une image différente, moderne de votre pays, l'Albanie ? Non, c'est plutôt la façon d'être moi-même parce que sinon, ce n'est pas moi-même. Alors, je me suis dit, mais pourquoi je dois changer pour me présenter comme si je me présente dans une sorte de théâtre. C'est moi, voilà. Mais ça change, hein, ça change. Il y a aussi d'autres qui commencent à mettre des baskets. Des baskets. Est-ce que la connaissance du français est un atout dans votre fonction de chef d'État, notamment dans les relations internationales? Mais le français, c'est pas vraiment la langue des relations internationales. Hein. Je regrette ça, mais c'est l'anglais. Mais parler français, c'est vraiment quelque chose qui me fait sentir à la maison, disons. C'est un instrument pour sentir dans la profondité de l'âme une culture que autrement se perd dans l'anglais, se perd dans l'albanais. Alors, si on a la chance de pouvoir l'explorer directement, c'est vraiment incroyable. Alors on l'a vu pendant notre voyage en Albanie, il y a de plus en plus de touristes, et beaucoup de touristes francophones. Comment expliquer l'engouement de tous ces touristes pour votre pays? Je suis très très content parce que finalement l'Albanie est capable de parler aux Français qui le visitent à travers sa propre beauté, et eux, ils peuvent l'admirer sans les préjugés qui ont pour longtemps marqué notre pays dans les yeux du monde entier, de l'Europe et des Français. Et alors, plus de témoins sur un pays qui est un pays européen, qui est un pays qui aime la France, qui est un pays beau, qui est un pays hospitalier, qui est un pays où les religions vivent ensemble dans la pleine harmonie, et qui est un pays où même s'il y a un mélange religieux, il y a une très forte unité sur l'appartenance européenne et sur le désir de joindre l'Europe. Alors, Monsieur le Premier ministre, si vous aviez un mot pour définir votre ville de Tirana, ce serait lequel? Désir de l'avenir. Si vous avez un mot pour votre pays, l'Albanie? Amour pour les autres. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, de m'avoir reçu chez vous, dans votre jardin.
Voilà, Yvan, je te fais le veto ce matin. Pourquoi? Parce que pour les voir ouverts, il faut venir que le matin. Pour voir les lotus se réveiller comme nous, un peu tôt, oui, et puis après ils se referment dans la journée. Oui, pendant la journée, ils se referment. Comme ça, c'est des belles choses, il faut se mériter quand même. Ici, on est sur un lac qui est immense. Ce lac immense, il est entre le Monténégro et l'Albanie. Oui, ce lac, le lac de Škoder, qui porte le nom de notre ville quand même, c'est le plus grand de Balkans et un tiers nous appartient et 2 tiers appartiennent au Monténégro. C'est un lac qui est riche en poissons et 140 espèces d'oiseaux. Même le pélican qui s'est passé avant chez le coiffeur. Pourquoi le coiffeur? Ah oui, parce qu'il s'appelle le pélican frisé. Ah, regarde, mon ami Drini qui arrive. Il arrive en paddle. Oui. Salut Drini. Salut Drini. Salut. Bonjour Drini. Bonjour, ça va? Ça va? Bienvenue. L'invitation. Bon, si. Salut. Alors tu es francophone? Oui, je suis francophone. Le paddle, c'est le meilleur moyen pour découvrir le lac? Oui, c'est le meilleur moyen parce qu'avec le paddle, c'est une façon écologique pour explorer le lac et comme ça, on peut regarder de plus proche les oiseaux et les poissons et toute la nature sans la disturber. Le lac de Škoder, c'est comme un restaurant avec une riche menu. Et ben, en parlant de menu, avant d'aller voir ta ville de Škoder, si on se partageait une petite figue. Notre pêcheur nous a amené des figues. Merci. Merci Fatmir. Merci Fatmir. La passion de Lindita, c'est l'enseignement de la langue française. Elle est même présidente de l'association albanaise des professeurs de français. À Škoder, elle dispense des cours dans une école bilingue francophone d'excellence où les élèves apprennent le français à travers les matières scientifiques, mais aussi l'histoire et la géographie. Lindita consacre une partie de sa vie à la francophonie et l'autre à faire découvrir son pays aux touristes francophones. Tu as aimé? Ah ouais, un lever de soleil comme ça sur ce lac. Tu sais ce que j'aime? C'est vraiment la sérénité. Tu as un sentiment de plénitude, vraiment. Oui, mais maintenant je vais découvrir autre chose. C'est quoi? Le capital du vélo en Albanie. C'est parti. Pourquoi tu dis que c'est la capitale albanaise du vélo? Parce que pour la première fois, les Albanais, c'était de Škoder qui a fait du vélo. Et on peut dire aussi c'est la ville des femmes à vélo. Ah bon, des femmes à vélo? Il y a beaucoup de femmes qui font du vélo en fait. Bienvenue à Škoder. Respecte. Et là, tu m'emmènes où alors? Ah, je vais t'emmener dans l'endroit le plus beau de cette rue, c'est le musée national de photo Marobi. Voilà, Yvan, on est arrivé au musée Marobi. Allez, je te suis. Pourquoi il y a un musée national de la photo ici à Škoder? Parce que la première photo a été prise à Škodra par une photographe d'origine italienne, Marobi. C'est grâce à lui qu'on a la première photo en fait. Et il a hérité son métier à son fils et à son petit-fils. On a une dynastie Marobi à Škoder. C'est un fanfare. En fait, Lindita, dans ce musée, c'est 180 années d'histoire de l'Albanie qui est sous nos yeux, mais en photo. Oui, en fait, c'est grâce à cette dynastie Marobi. On a le premier Pietro Marobi qui a photographié la période ottomane. Après, on a Keil qui a photographié les moments de l'indépendance nationale et un peu après la Première Guerre mondiale. Et enfin, on a Geig
qui a photographié la période de roi Zog et aussi de la période de la dictature. Et en plus, pour tous les touristes qui viennent, ils connaissent aussi l'histoire de l'Albanie par l'intermédiaire des photos. Tu vois, je vais t'emmener maintenant dans le plus beau endroit de Schroeder, la forteresse. Mais ça monte, hein? Donc je m'y prépare psychologiquement? Oui, bien sûr. C'est parti pour les mollets qui chauffent. C'est parti. On est arrivé, hein? Ah ouais, mais alors là... Et je t'ai dit que ça monte, hein? Ah bah, t'as pas menti, hein? Ouais. On va laisser les vélos ici, on continue à pied. Hein. Lindita, quelle vue! Oh oui, c'est super. On peut voir tout en fait. C'est la ville, le lac, la rivière. Il y a cette forteresse autour de nous qui est très impressionnante. Oui, c'est une des plus grandes en Albanie et très ancienne. Ça date du IVe siècle avant Jésus-Christ, construit par les Illyriens de nos ancêtres. C'est un carrefour de toutes les invasions qui ont passé chez nous. Si vous voyez sur la carte, c'est un pont en fait entre l'Est et l'Ouest. Il a fallu passer sur nous pour passer d'un côté à l'autre. Lindita, pourquoi tu aimes faire découvrir ton pays aux touristes francophones qui viennent ici? C'est un petit pays mais très diversifié. On peut offrir à toutes sortes de touristes, les touristes verts, on peut voir des parcs nationaux. Pour ceux qui aiment les vieilles pierres, on a des sites antiques. Pour ceux qui aiment l'ancienne architecture, on a des villes qui font partie du patrimoine de l'UNESCO. Si tu avais un mot, Lindita, pour définir ta ville de Shkodra qui est derrière nous, ce serait lequel? Le berceau de la culture albanaise. Et puis enfin, un mot pour définir ton pays, l'Albanie? Un carrefour de civilisation. Bah, écoute, merci beaucoup Lindita. Je suis très heureux de terminer mon voyage en Albanie avec toi. J'ai tout simplement adoré ton pays. Merci vraiment pour tout. Merci à toi. Et comme on dit, à la prochaine. Voilà, j'espère que ce voyage en francophonie en Albanie vous a plu. Alors c'est vrai ici que les paysages sont magnifiques, mais ce qui m'a touché surtout, ce sont les Albanaises et les Albanais. Ils vous accueillent toujours avec leur sourire, leur générosité et toujours avec un petit verre de rakia. Je l'ai vu, ils adorent les francophones, alors n'hésitez plus, venez à la rencontre des Albanais. Nous, on se retrouve bien sûr très prochainement sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien, où que vous soyez sur la planète francophone. Salut!